Bon, ok. Donc, pas de marche arrière. Très bien. Bon, ça, bon, manifestement, bon, on peut y aller. Hein, ça, c'est pas, y a pas de question. C'est des choses à apprendre par cœur. Ça, faut le savoir, ça parfaitement bien. Ok. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui est différent? Je vous écoute. Alors, donc, la taille, oui. Alors, c'est quoi la complexité? C'est quoi? Alors, on va prendre dans l'ordre. Quelle est la première des différences? Alors, c'est quoi? Il a dit quelque chose. Prokaryote, eucaryote, c'est quoi la différence? Bon, non, on va faire comme ça. Tiens, viens. Vous avez où, toi? Si. Allez. Faut pas être timide. Moi, je pose des questions simplement et vous répondez. Allez. Donc, alors, il faut que tu me dises qu'est-ce qui est différent. Non, c'est très sérieux. C'est-à-dire, je peux vous donner un QCM avec des différences et des choses identiques. Donc, qu'est-ce qui est différent? Et d'ailleurs, dans l'ordre d'apparition des choses, entre les deux génomes, manifestement. Entre les deux types de génomes. D'ailleurs, c'est quoi comme espèce qu'il y a là? C'est quoi en termes de... Vous avez quoi là? Mais si, vas-y, dis quelque chose. Elle n'en sait rien. Quelles sont les espèces qui sont là? Bactéries, Donc il y a prokaryotes, eucaryotes, eucaryotes, et dans les eucaryotes, il y a quoi là? Il y a quoi? Insectes, donc arthropodes en l'occurrence, parce que les insectes font partie des arthropodes, et mammifères. Bon. Où se trouve la différence fondamentale? le nombre de cellules, Dans l'ADN. La différence fondamentale se trouve où? euh, dans l'ADN, le nombre de séquences codantes, C'en est une. Mais encore. Parfait. La première des choses, c'est celui qui est circulaire et celui qui est linéaire. C'est-à-dire le linéaire, ce sont des chromosomes. Les chromosomes apparaissent avec les eucaryotes. C'est important, parce que c'est la première apparition d'une architecture particulière. Puisqu'il faut un centromère, ça permet la diploïdie, on peut avoir deux chromosomes, une bonne séparation entre les deux lots chromosomiques, et ensuite, il y a les télomères. Donc, les premières, on va dire, séquences qui apparaissent, ce sont les télomères, etc. Ensuite, il y a la taille, le nombre de gènes, c'est vrai. Alors, taille, nombre de gènes, et quoi encore? Quelqu'un m'a dit quelque chose tout à l'heure. Les introns. Donc, quelle est la part des introns et des exons? La part du codant, non codant? Ouais, 1-2% de codant. Alors, reste là. Don't move. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que vous connaissiez ça. Tu peux regarder là ou là. Pareil. Il faut connaître ça. Circulaire, taille plus grande, c'est vrai. Gènes en morceaux, donc les exons. Nombre plus important de gènes pour les eucaryotes. Et pourcentage de séquences non codantes majoritaires. Nous sommes d'accord? Vraiment, vous voyez ça, parce que je vous dis ça, ça peut être le genre de choses, puisque c'est fondamental à comprendre. Allez. Tu veux retourner à ta place? oui. D'accord, je sens ça. Ok. Donc vous avez ce tableau. Oui, vas-y. Alors, il y a plus de gènes connus pour le moment qui codent pour les protéines, puisqu'il y en a à peu près 21 000, et pour les ARN, c'est à peu près 18 000. On dit bien ARN non codant, hein, bien évidemment. Voilà, c'est à peu près cet ordre-là. Ok. Ceci est juste à titre indicatif, bien sûr. Hein. Ce n'est pas pour vous dire d'apprendre ça, ça n'a aucun sens. C'est pour vous dire quand même la chose suivante.
c'est qu'on pense qu'il y a une augmentation, on va dire, avec le temps du nombre de gènes, tout ça, et de la complexité. Et c'est pour vous montrer que vous avez des espèces qui semblent être moins complexes, comme des plantes, et qui ont un nombre de gènes beaucoup plus important, et qui sont apparus bien avant les mammifères, un nombre plus important. Donc, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'ils codent pour plus de protéines, puisque le nombre de protéines, premièrement, peut être codé et peut être variable avec dépistage alternatif, premièrement. Et deuxièmement, il faut que, et ça certainement ça va être la médecine, en tout cas la génétique que vous apprendrez, qui va se développer, c'est toute la question de la modulation de l'expression des gènes, l'équilibre d'expression, tout ça modulé par des ARN, des ARN antisens, des siRNA. Et ça veut dire que il n'y a pas seulement la séquence codante qui compte, il y a tout le problème de l'épigénétique, on va y revenir. Mais cette notion de combinatoire et cette notion de niveau d'expression est quelque chose donc qu'il faut que vous reteniez, qui va être important. Donc ça, c'est juste pour avoir les choses dans l'œil. Vous n'avez jamais vu ce poisson? Si? Moi, petit, j'en voyais beaucoup. Alors, ça, c'est aussi pour vous placer des idées. Et ça, c'est pour répondre à ta question. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans les séquences non codantes? C'est des éléments de régulation. Ce sont des ARN. Et les éléments de régulation, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque pour un gène donné, vous pouvez avoir plusieurs éléments de régulation de l'expression. Et souvent, ces éléments de régulation vont... Pourquoi il y en a plusieurs? Parce que vous avez des systèmes géniques qui interviennent à tel moment dans tels organes, à d'autres moments dans d'autres organes, et ça c'est piloté par ces éléments de régulation qui se trouvent en fait dans des régions d'ailleurs où il n'y a pas de gènes en général, qu'on appelle des déserts géniques. Donc ces régions sont extrêmement importantes, donc ça aussi c'est à connaître. Le type de question, c'est les régions non codantes c'est de l'ADN poubelle. Ou bien dans les régions non codantes, vous trouvez, je ne sais pas quoi, que des séquences ALU. Si vous me dites ça, c'est pas bon, évidemment. Oui? Oui, je vais réexpliquer. Alors, par exemple, on va prendre le système des gènes homéotiques, que vous ne connaissez pas. Je ne pense pas. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, les gènes homéotiques sont un système, il y a, je crois, 39 gènes qui sont clusterisés sur une distance à peu près de 100 kilobases sur 4 chromosomes humains. Ce sont des gènes dont dépend le devenir des cellules lors du développement embryonnaire selon leurs coordonnées sur l'axe antéro-postérieur. Très concrètement, si on prend le système des gènes homéotiques, par exemple, chez la drosophile, c'est là qu'il a été le plus étudié. Il a été étudié, pourquoi? Parce qu'on voyait au niveau de la drosophile ce qu'on appelle les transformations homéotiques. C'est-à-dire que vous aviez des mouches à 2 paires d'ailes, ou des mouches avec des pattes à la place d'antennes. Et en fait, lorsqu'on a étudié cela, on a vu que c'était monogénique et qu'en fait, c'était le devenir des segments de la drosophile sous l'axe antéro-postérieur dépendait de l'expression et de la façon de s'exprimer de ces gènes. Bon. Chez les mammifères, c'est pareil. La nature a conservé le même type en fait, de fonctionnement. J'arrive à ta question, n'en fais pas. Et ce qui était intéressant, c'est que, en fait, pour notre développement, vous avez des systèmes entiers de gènes ou des parties de ce système qui interviennent à différents moments de l'embryogenèse. Par exemple, les gènes homéotiques, ils interviennent dans l'axe antéro-postérieur, le devenir des cellules selon leurs coordonnées sur l'axe antéro-postérieur. Mais ils interviennent aussi, une partie d'entre eux, par exemple, il y a 4 systèmes A, B, C, D. Le système A et D interviennent dans la formation des membres. Ce qui va faire que ce système va être activé au début du développement et activé différemment au niveau des membres, ce sont des éléments
qu'on appelle éléments régulateurs, qui sont conservés dans l'évolution, qui ne sont pas codants, mais qui vont être, lorsqu'on les mute, eh bien, on voit que l'expression des gènes, en tout cas les gènes zoonotiques par exemple, ne va pas se faire correctement dans le bras pour la mutation de certains éléments, ou dans d'autres pour tel autre territoire, etc. etc. D'accord? Ce sont des éléments non codants, vraiment non codants, mais probablement qui confèrent à la chromatine une conformation particulière. On n'a pas vu ça dans le cours, c'est justement comment les structures secondaires et tertiaires interviennent aussi dans la régulation. Et donc ils doivent intervenir probablement dans la conformation de la chromatine à certains moments, en présence de tels facteurs de transcription ou pas, qui fait que ce système génique va s'exprimer à ce moment-là dans telle partie du corps. Est-ce que c'est clair? Et ces éléments, ils sont extrêmement conservés dans l'évolution. Et on les trouve donc, évidemment, dans les portions intergéniques. Et vous comprenez que lorsqu'on dit que, au départ, on a vu qu'il y avait tout cet ADN non codant, on s'est dit, mais on a appelé ça vraiment ADN poubelle. Et puis on a vu que les choses étaient beaucoup plus complexes que cela. Bon, ça c'était pour vous dire c'était pour passer donc du chromosome circulaire au chromosome linéaire. Bien. Alors, mais j'ai déjà dit, c'est dommage ça. Donc, les éléments architecturaux de base des chromosomes sont vraiment fondamentaux. Une seule molécule par chromosome d'ADN. Ok. Fonction des télomères. C'est-à-dire, alors si c'est ça, ça veut dire que les attaques extérieures commencent par le bout. Ah, là, je ne vous comprends pas. Quelles sont les expériences qui vous permettent de dire ça? C'est quoi le problème? Alors, quelle observation que l'on voit au niveau des télomères? Ce que l'on voit, c'est que chez les personnes âgées, les télomères, les chromosomes se mettent bout à bout. Il y a des fusions de chromosomes. Et il y a des fusions de chromosomes parce que justement, il y a une perte des séquences spécifiques télomériques. Ces séquences spécifiques forment une structure particulière, en boucle en particulier, qui empêche les chromosomes de se recombiner par leur extrémité. Donc ça sert à protéger l'individualité de chaque paire chromosomique, premièrement. Ce que je vous ai dit, c'est que lorsqu'il existe la réplication, à cause des fragments d'Okazaki, sur le brin où il y a les fragments d'Okazaki, donc 5'3', chaque fois, vous avez donc une petite séquence, fragment d'Okazaki, qui va se lier à un endroit de la... C'est ma femme, là, je ne vais pas quand même la prendre, mon téléphone. Et donc, lorsque ces fragments disparaissent avec des ligations successives, donc le dernier qui est là, qui est au bout, et bien lorsqu'il va disparaître, le brin d'ADN 5'3' va régresser. Et à chaque division cellulaire, il va régresser. Donc on dit que la taille des télomères est une véritable horloge de la cellule. Ça s'appelle comme ça. Et ce mécanisme entraîne obligatoirement le vieillissement cellulaire. Et dans certaines circonstances, donc dans les cellules embryonnaires, et bien dans les cellules embryonnaires, bien sûr, il existe, puisqu'elles sont très actives, il existe une enzyme qu'on appelle la télomérase, qui en fait, à chaque raccourcissement, resynthétise le brin télomérique.
Mais la cellule différenciée n'a plus de télomérase. Donc, elle va vieillir. Sauf que dans certains cas, en particulier dans les cancers, la télomérase peut se rallumer, ce qui correspond à des cellules qui deviennent, entre guillemets, immortelles. Quelle est la fonction du centromère? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Explique-nous ça mieux. C'est quoi le kinétochore? Alors, donc on va dire ça précisément. Le kinétochore est une structure protéique qui apparaît au niveau donc, des centromères des chromosomes au moment de la division cellulaire. Et effectivement, qui va permettre la liaison du centromère au fuseau cellulaire, au fuseau mitotique. Mais ça ne répond pas à ma question. Oui, alors c'est dans la division, je suis d'accord. Mais ce n'est pas tout. Quel est le problème de la division cellulaire? C'est qu'il faut que on ne dit pas les chromosomes sœurs, on dit les chromatides sœurs. Le problème, c'est que les chromatides sœurs qui se séparent, puisqu'on voit les deux brins, vous vous rappelez, je vous ai montré les deux chromatides sœurs, mais qui restent attachés au niveau du centromère. Et c'est-à-dire que, rappelez-vous, lorsqu'il y a la division cellulaire, la formation des deux chromatides, il existe des substances qu'on appelle des coésines, qui permettent aux deux chromatides sœurs de rester accolées les unes aux autres, mais qui doit disparaître si les deux chromatides, donc les deux chromosomes, doivent se former et doivent se séparer. Sauf que si elles se séparent totalement, si toutes les coésines s'en vont, eh bien, vous aurez des chromosomes qui vont flotter, qui vont être éparpillés en fait, dans la cellule. Et c'est pourquoi il existe un maintien des coésines au niveau des centromères, jusqu'au moment où ces coésines s'en vont pour permettre l'anaphase. On va y revenir. Puis il y a plusieurs origines de réplication, parce que s'il fallait attendre que ça commence à un endroit pour que ça puisse diffuser, eh ben, le temps d'une division cellulaire serait énorme. Donc il y a plusieurs origines de réplication, ce qui permet à une molécule beaucoup plus grande qu'une molécule circulaire de bactéries, où il n'y a qu'une seule origine de réplication, de pouvoir se répliquer.